Bonjour, j'ai une imprimante ici Epson 2880 et on va faire le profil couleur pour différents types de papier. On va faire en sorte que ce soit un profil qui fonctionne de manière transparente, c'est-à-dire que après que le profil ait été fait, l'imprimante, on va l'utiliser comme on le faisait avant, c'est-à-dire on est dans les logiciels et on envoie nos documents à imprimer. Alors, j'ai connecté la sonde ColorMonkey, j'ai installé le logiciel ColorMonkey Design. Si vous avez ColorMonkey Photo, c'est la même chose. Les fonctionnalités propres à ColorMonkey Design, nous n'allons pas les utiliser ici, puisque nous n'allons simplement faire que du profil d'imprimante. Alors ColorMonkey me propose de caractériser mon moniteur. C'est vrai que c'est évident que si je veux profiter pleinement des profils de mon imprimante, je dois au préalable avoir fait le profil de mon moniteur. Parce que c'est sur mon moniteur que je vais retoucher les photos, que je vais faire les illustrations dans Illustrator, les mises en page dans InDesign. C'est là que je vais choisir les couleurs, en les voyant sur mon moniteur. Les valeurs RVB qui vont se trouver dans mes documents, Photoshop, Illustrator, InDesign, je les ai choisis en choisissant des couleurs que je vois sur mon moniteur. Donc super important d'avoir le profil du moniteur correctement fait. Alors il se trouve que cet ordinateur, j'ai déjà fait tourner le ColorMonkey sur le moniteur. Il y a déjà un profil pour le moniteur. Donc je vais dans les préférences moniteur du Mac, ici, et je vais aller voir à la rubrique couleurs. Voilà, on voit que le profil, c'est un personnalisé que j'ai fait donc d'Ambermont B11 iMac D65.ICC. Alors je vais quitter la boîte des préférences moniteur du Mac et je vais retourner dans ColorMonkey. Alors, dans ColorMonkey, je vais donc fermer la boîte qui concerne la caractérisation de l'affichage. Et je vais aller dans la caractérisation de l'imprimante. Voilà, caractériser mon imprimante. Alors ici, on me demande ce que je vais faire, créer un nouveau profil ou optimiser un profil existant. Alors l'optimisation de profil chez X-Rite avec ColorMonkey, ça concerne surtout les couleurs Pantone. Et ça suppose qu'on a déjà fait un premier profil. Donc ici, je vais simplement créer un nouveau profil. Alors on me demande quelle est l'imprimante que je veux caractériser. Je vais prendre dans la liste le driver qui concerne cette imprimante, donc le R2882. Et je vais indiquer ici le nom du papier. Donc le nom du papier, ça va être dans ce cas-ci du papier ordinaire. Pour différencier ce profil des autres, je vais mettre mon nom ici. Voilà. Mais attention, on ne va pas faire quelque chose, un nom trop long, sinon dans les logiciels, le nom du profil ne sera pas visible en entier, la fin sera tronquée. Même si le fichier du profil, le nom apparaîtra en entier sur le fichier, mais dans les logiciels genre Photoshop, InDesign, Illustrator, si on fait ici un nom trop long, ça risque bien de ne pas tout montrer et c'est ennuyeux si les informations importantes sont à la fin du nom. Donc j'ai indiqué d'Ambermont papier ordinaire. Voilà, pas besoin d'indiquer le nom de l'imprimante parce que ColorMonkey, quand il va enregistrer le profil tout à l'heure, va ajouter le nom de l'imprimante en fait. Donc je clique sur suivant. Et on me dit que je dois imprimer deux chartes test. Il y a une première charte qui va fournir des informations sur les régions chromatiques que l'imprimante est capable de produire. Et la deuxième charte va permettre d'affiner les choses. Ce n'est pas indiqué là, mais je vous le dis. Pour le cas où j'aurais déjà imprimé la première charte et je voudrais imprimer la deuxième, il y a ici une case à cocher, mais je n'ai pas encore imprimé la première charte, donc je vais l'imprimer. Je ne coche pas la case « J'ai déjà imprimé ma charte », je clique sur « Imprimer ». Alors ici, on me dit que
il faut que dans la boîte de dialogue de l'imprimante, je configure le bon type de papier. Il faut que je configure le bon type de papier. Et la résolution d'impression, ça a une importance. Si je suis en 700 dpi, 1440 dpi, ça influence le rendu des couleurs et donc il faut qu'on fasse attention à ça. Bon type de papier, résolution qui convient pour ce type de papier-là. Et désactiver, si possible, toutes les options de gestion automatique des couleurs. C'est super important quand on fait des profils d'imprimante. Il faut absolument désactiver les options de gestion automatique des couleurs de l'imprimante. Donc ici, on ne parle pas de la gestion des couleurs, du color management avec ColorSync, donc les profils ICC. Non, ici, on parle de la gestion automatique des couleurs, la calibration automatique de l'imprimante. Pourquoi c'est important? Parce que si vous ne faites pas ça, vous devrez, chaque fois que vous voulez imprimer un document, vous devrez le convertir vers le profil de l'imprimante pour pouvoir l'imprimer. Si vous ne désactivez pas la gestion automatique des couleurs de l'imprimante, la calibration automatique de l'imprimante, vous devrez, chaque fois que vous voulez imprimer un document Photoshop, InDesign, Illustrator, le convertir avec InDesign, Illustrator, Photoshop, avec chaque logiciel pour chacun de ces documents, le convertir ce document vers le profil de l'imprimante et puis seulement imprimer. Mais si vous faites un profil avec la gestion des couleurs, la calibration automatique désenclenchée, alors là, vous pourrez utiliser l'imprimante comme vous le faisiez avant. Vous avez un document Photoshop, vous l'envoyez vers l'imprimante, il s'imprime correctement avec les bonnes couleurs. Vous avez un document InDesign, vous l'envoyez vers l'imprimante, vous avez un document Illustrator, vous l'envoyez vers l'imprimante. C'est comme avant. Donc, mais ça, on va en parler un peu plus loin, vous allez voir. Et il faudra, et ça c'est important, c'est le troisième point qu'ils indiquent ici, noter et enregistrer les paramètres du pilote d'impression pour pouvoir les réutiliser ultérieurement. Ça veut dire que quand je fais un profil d'un type de papier sur cette imprimante, je vais régler le pilote d'impression avec certains réglages. Et un des plus importants, je viens de le dire, c'est la désactivation de la calibration automatique. Mais il y a plein de réglages en fait que je vais indiquer. Et il faut absolument que la fois suivante, quand je vais utiliser le profil, dans la vraie vie, quand je vais vouloir imprimer avec les bonnes couleurs, il faudra que je mette exactement les mêmes réglages. Donc c'est pour ça qu'il faut les noter en fait. D'une manière ou d'une autre, soit numériquement, soit une copie d'écran, soit vous notez sur une feuille de papier. Mais en tout cas, il faudra absolument remettre les mêmes paramètres d'impression quand vous utiliserez le profil, les mêmes paramètres qui ont été utilisés au moment où on a créé le profil. Et créer le profil, c'est ce qu'on est en train de faire ici avec ColorMonkey en imprimant la première charte couleur. Alors, je vais cliquer sur Continuer. Alors, si tout ceci vous paraît un peu obscur, rassurez-vous, ça va venir en fait. C'est vrai qu'on ne voit pas encore les choses, mais on va revoir ça maintenant en fait concrètement. Je suis donc dans le pilote d'impression R2882. Donc je vais imprimer ma charte couleur qui est là derrière, qu'on la voit. Je vais l'imprimer. Alors, au niveau des réglages, mise en page, ben oui, pas de problème, c'est bon ça. Ensuite, concordance des couleurs. Alors, c'est là qu'il va falloir en fait désactiver la calibration Epson. Mais alors, comment est-ce qu'on désactive? Est-ce qu'il faut enclencher ColorSync? Ben non. Parce qu'en fait, ColorSync, ce n'est pas la désactivation de la calibration Epson. C'est juste utiliser la gestion des couleurs, les profils ICC pour imprimer. Mais les profils ICC, c'est ce qu'on est en train de faire. On ne les a pas encore. On ne les a pas encore, les profils ICC. C'est vrai que Epson en propose pas mal ici. Ce sont ce qu'on appelle les profils génériques. Donc, il n'est pas sûr qu'ils conviennent absolument pour les papiers que vous avez. Il vaut mieux faire ce qu'on va faire, un profil spécifique. Donc, il faut désactiver la calibration Epson, mais la seule option que j'ai pour la désactiver ici, c'est d'aller vers ColorSync, c'est donc utiliser les profils ICC, et les profils ICC, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'en créer, donc je ne peux pas en utiliser, alors que je suis en train de les créer, ils ne sont pas encore faits. Et donc ça, c'est un peu vicieux. Et donc ce n'est pas là qu'on va désactiver la calibration Epson.
Je vais descendre dans les autres menus. Donc je reste en calibration Epson ici. Oui, c'est un peu vicieux. Vous allez voir que c'est assez particulier. Gestion du papier, oui, pas de problème là. Page de garde, pas de problème là. Configuration imprimante. Alors, configuration imprimante, c'est là que je vais indiquer quel papier j'utilise. Donc là, j'utilise du papier ordinaire, du papier pour photocopieuse. Ben oui, parce que parfois, on a envie d'imprimer sur du papier qui ne coûte pas cher, mais on a quand même envie d'avoir des bonnes couleurs. Donc, support, papier ordinaire. Couleur. Ben oui, impression couleur, parce que cette imprimante permet de faire de l'impression niveau de gris haute qualité, mais ici, c'est une impression couleur que je veux. 16 bits par canal, on ne va pas cocher. On va considérer qu'on va utiliser des images 8 bits par couche. Et alors ici, paramètres couleur, ben voilà, c'est là. C'est là que je peux désactiver. Là, ce sont les deux calibrations Epson possibles dans paramètres couleur. Epson standard sRGB ou Adobe RGB, ce sont deux espaces pour calibrer l'Epson, mais je ne les utilise pas. Je vais désactiver le calibrage couleur. Donc ici, paramètres couleur, désactivé. Alors, qualité, il n'y a pas le choix, je ne peux pas aller vers 1440 dpi et encore moins 5760 parce que ici, c'est du papier ordinaire. C'est logique. Le driver de l'imprimante, le pilote de l'imprimante, sait que si j'utilise du papier ordinaire, je n'ai pas besoin d'avoir une résolution très très élevée. Alors attention, il s'agit ici d'une imprimante jet d'encre. La résolution qu'on voit ici n'a rien à voir avec la résolution offset. Parce que vous pourriez vous dire, tiens, 720 dpi, mais c'est excellent comme résolution, puisque les magazines qu'on achète dans le commerce, les magazines qui sont imprimés en offset, sont à 300 dpi. Eh bien non, en fait. Les magazines, ce sont des points de trame qui peuvent prendre différentes dimensions, des points cyan, magenta, jaune, noir. Et ici, on parle de points qui ne peuvent pas changer de dimension. Ils ont tous la même dimension, ce sont les petits points, le jet d'encre que l'imprimante jet d'encre envoie sur le papier. Ce sont des petits points qui ont chacun la même dimension et ils ont des couleurs différentes, cyan magenta, magenta clair, cyan clair, jaune, noir, gris moyen, gris clair dans le cas de cette imprimante. Mais en tout cas, ils ne vont pas changer de dimension. Et donc, attention, ce n'est pas comparable. C'est une erreur habituelle de croire que si l'imprimante peut faire du 5000 dpi, c'est qu'elle est 20 fois meilleure qu'une impression offset. Ça n'a rien à voir, ne tombez pas dans ce piège. Alors ici, je vais décocher vitesse rapide parce que j'ai quand même envie de faire des impressions avec de la qualité maximum. Même si j'utilise du papier ordinaire, c'est pas pour ça que je veux que ça aille super vite, donc je décoche vitesse rapide, la qualité d'impression va augmenter. Image miroir, ça c'est quand on veut imprimer principalement sur des supports transparents pour faire de la sérigraphie éventuellement. La sérigraphie, mais ça peut aussi être valable quand on fait du transfert couleur sur du tissu. Mais donc dans ce cas-ci, on n'a pas envie de symétriser l'impression, donc on ne coche pas image miroir. Détail plus fin, je peux cocher pour avoir une meilleure qualité encore. Et donc voilà, je vais faire une copie d'écran de ceci, donc sur le Mac, commande majuscule 4, voilà, et j'englobe ceci, voilà. Et je suis en train de faire voilà, la copie de tous ces réglages. Alors, dans les paramètres couleurs avancés, voilà, vu qu'on a désactivé la calibration imprimante, il n'y a pas de possibilité de changer quoi que ce soit. Et de toute façon, il ne fallait pas changer. Au passage, Epson vous dit que si vous voulez utiliser un des profils génériques qui sont fournis avec l'imprimante, c'est celui-là qu'il faut utiliser pour que ce soit le mieux possible avec ce papier-là. Mais le profil spécifique qu'on va faire avec la sonde sera plus précis, il sera plus performant, il va
mieux renseigner l'ordinateur sur la manière dont l'imprimante imprime les couleurs sur ce papier-là que vous avez. Oui, parce que on parle de papier pour photocopieuse ici, mais il y en a de différentes sortes, des papiers pour photocopieuse. Donc voilà, ce sera vraiment ce papier-là avec ce blanc-là qui va être pris en compte pour faire le profil spécifique qu'on va faire. Donc ici, je vais imprimer. Voilà, donc le papier est sorti de l'imprimante, je clique sur suivant, et là, vu que c'est du jet d'encre, nous avons une durée de séchage de 10 minutes, parce qu'il ne faudrait pas que quand je passe la sonde, ça bave, il faut que l'encre soit bien sèche, et également parce que l'encre sèche a une couleur différente de quand elle est humide et que ça vient de sortir de l'imprimante. Tout simplement, c'est également pour ça qu'on attend 10 minutes pour être sûr que l'encre est stabilisée au niveau de la couleur. Voilà, donc 10 minutes se sont écoulées, le séchage est terminé, je clique sur suivant, et là on me dit que je dois tourner le Color Monkey pour l'étalonner, je dois tourner la roue sur le Color Monkey, voilà, je la tourne. Donc le Color Monkey regarde à l'intérieur de lui-même, il regarde l'échantillon de céramique blanc qui a été mesuré en laboratoire et dont il connaît les caractéristiques. Après mesure en labo, ça a été inclus dans le Color Monkey, ces mesures. Et donc il va lui-même remesurer cet échantillon de céramique blanc qui a été mesuré en laboratoire avec du matériel très performant et il va comparer ce qu'il voit avec ce qui a été mesuré en labo. Céramique blanc, pourquoi céramique? Parce que ça ne s'altère pas avec le temps, contrairement à d'autres échantillons blancs qu'on pourrait utiliser pour calibrer l'appareil. Donc comme tout appareil de mesure, le Color Monkey doit s'auto-calibrer avant lui-même de mesurer d'autres choses. Donc c'est fait, je remets en position de mesure. Donc maintenant le Color Monkey regarde à l'extérieur et non plus à l'intérieur de lui-même cet échantillon de céramique blanc, il regarde à l'extérieur par un petit trou qui se trouve ici en dessous. Et je clique sur suivant. Et là on me dit de mesurer les échantillons qui ont été imprimés. Donc je vais faire glisser le Color Monkey sur les échantillons. Voilà. Quand la mesure est correcte, ça passe à la colonne suivante. Si la mesure n'était pas correcte, il faudrait que je réessaye. Voilà. Comme ça, je dois réessayer. Voilà, ça passe à la suivante. Et voilà, c'est fait. Je vais donc maintenant cliquer sur suivant. Et le logiciel Color Monkey génère une deuxième série d'échantillons couleurs que je vais imprimer à nouveau sur une autre feuille, attendre que ça sèche et puis mesurer. Et puis le profil de cette imprimante pour ce papier-là va pouvoir se faire. Donc voilà, Color Monkey vient de calculer votre deuxième charte test, c'est ça que ça raconte. Et ça va permettre d'augmenter la précision chromatique d'ensemble et la régularité du profil d'imprimante. Donc j'imprime. Continuer. Il faut évidemment remettre exactement les mêmes paramètres que tout à l'heure. J'aurais pu les enregistrer, ça peut s'enregistrer ici dans les pré-réglages. Donc concordance des couleurs, on est bien en calibration Epson, pas en Color Sync. Ce serait ridicule d'aller en Color Sync à ce stade-ci quand on est en train de faire un profil. Configuration d'imprimante. Je dois indiquer que c'est du papier ordinaire. Je dois indiquer que la calibration est désactivée. Et on était en 720 dpi, il n'y a pas le choix, on ne peut pas aller plus haut. On a décoché vitesse rapide, on a coché détail plus fin. Et donc voilà, c'est super important évidemment pour cette deuxième charte test, tout comme pour toutes les images suivantes qui vont utiliser le profil que je suis en train de faire ici, c'est super important d'utiliser ces réglages-là. Ah, d'ailleurs, je pourrais les enregistrer ici, dans les pré-réglages, enregistrer les réglages actuels comme pré-réglages, et je vais dire papier ordinaire. Je vais indiquer que c'est de avril 2014, comme ça on pourra reconnaître facilement par rapport à d'autres qui auraient été enregistrés précédemment, des pré-réglages disponibles seulement pour cette imprimante évidemment.
Voilà. Et voilà, j'imprime. Voilà, donc c'est imprimé, je vais cliquer sur suivant et je recommence le processus de séchage. J'attends une dizaine de minutes que ça sèche pour que les couleurs soient stabilisées et pour donc mesurer ça avec le Color Monkey, ce qui va me permettre de faire le profil de cette imprimante pour ce papier-là. Donc les 10 minutes sont écoulées, je vais cliquer sur suivant. Et Color Monkey me dit de mesurer avec la sonde donc les échantillons. Voilà, je glisse avec la sonde sur les échantillons. Voilà, c'est fait. Je clique sur suivant. Et là, Color Monkey me propose d'enregistrer le profil. Bon, c'est là que je vais éventuellement réduire le nom du profil parce que ça risque de, comme je vous l'ai dit, de ne pas aller. Je vais même transférer mon nom à la fin ici. C'était juste pour le différencier des autres. Voilà. Et je clique sur enregistrer et voilà, le profil se crée. Voilà, Color Monkey me dit que le profil est terminé. Je clique sur suivant. Il me propose une petite boîte de dialogue pour le rendre accessible facilement à plein d'applications, mais je vais le faire autrement, je ne m'en occupe pas, je clique sur terminer. Et voilà, j'en ai terminé pour ce profil. Alors, où s'est placé le profil? Eh bien, je vais aller voir sur le disque dur de démarrage dans le dossier utilisateur. Dans le dossier qui concerne l'utilisateur actuel, admin dans mon cas, puisque je suis logué en administrateur sur cet ordinateur. Donc, le dossier admin. Et là-dedans, j'ai la bibliothèque de cet utilisateur, à ne pas confondre avec la bibliothèque générale de l'ordinateur. C'est bien la bibliothèque de l'utilisateur. J'ouvre. Là-dedans, j'ai un dossier ColorSync. Dans la bibliothèque de l'utilisateur admin, j'ai un dossier ColorSync. Un dossier profil. Et qu'est-ce que je retrouve là-dedans? Les profils que j'ai créés. Donc le profil pour l'écran de cet ordinateur, le profil pour une imprimante laser, une photocopieuse laser couleur. Mais ce qui m'intéresse, c'est le profil ici que j'ai créé, juste là avant avec Color Monkey, le profil pour l'Epson R2880 avec du papier ordinaire. Alors, si vous vous êtes trompé dans le nom du profil, si vous voulez changer le nom du profil, sachez que modifier le nom ici ne changera pas le nom du profil tel qu'il apparaît dans les logiciels. C'est-à-dire que si je modifie ici le nom du profil à la place de Dambermont, j'indique par exemple machin truc, eh bien, quand je vais utiliser ce profil dans les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, ce sera toujours Dambermont qui sera indiqué et pas machin truc. Donc si je veux que le profil change de nom quand j'utilise dans les logiciels, il faut que j'aille éditer le profil. Et pour ça, une manière assez simple, c'est de remplacer temporairement l'extension .icc, la remplacer par .txt. Et alors là, le profil devient un fichier texte. Donc le Mac demande si je veux remplacer l'extension .icc par .txt. Je dis oui, utilisez .txt.
Donc ce n'est plus un profil colorimétrique. Toutes les informations dans le fichier sont restées les mêmes, mais il n'est plus utilisable en tant que profil colorimétrique. Par contre, je peux double-cliquer sur lui et l'ouvrir dans un traitement de texte comme Simple Text. Voilà. Et donc voilà le profil, à quoi ça ressemble. Je scrolle. Voilà, ce sont toutes les descriptions du comportement de l'imprimante avec du papier ordinaire en fait. Mais ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir modifier le nom du profil tel qu'il apparaît dans les logiciels. Et c'est ici que ça va se passer en fait. Voilà, vous avez ici le nom du profil. Epson R2882, papier ordinaire d'Ambermont.icc. Donc voilà, si vous modifiez ici le nom, sans déborder de cette zone-là, si vous modifiez ici le nom, vous modifiez la manière dont le profil apparaît dans les logiciels d'infographie. Photoshop, InDesign, Illustrator et les autres. Bien, je ne vais pas le faire ici, mais je tenais à préciser cette caractéristique des profils, c'est qu'en fait ils ont deux noms. Il y a le nom du fichier et il y a le nom du profil tel qu'il apparaît dans les logiciels. Et donc pour modifier le nom du profil tel qu'il apparaît dans les logiciels, voilà la petite astuce, vous changez en .txt, le .icc devient .txt, ça vous permet temporairement de modifier éventuellement le nom du profil, puis vous remettez, une fois que c'est fait, vous remettez .icc et ça redevient un profil colorimétrique utilisable. Voilà. Alors pour que ces profils soient accessibles par tous et pas seulement par l'utilisateur administrateur, il va falloir que je les copie dans la bibliothèque générale de l'ordinateur. Donc, je vais ici afficher côte à côte la bibliothèque de l'utilisateur admin et la bibliothèque générale de l'ordinateur, qui est donc en dehors du dossier utilisateur. Et je vais faire une copie dans le dossier ColorSync de cette bibliothèque générale, une copie des profils. Donc voilà les profils qui sont contenus actuellement. Donc en fait, il y en a déjà deux que j'ai copiés précédemment, c'est le profil de l'écran et le profil de la photocopieuse couleur laser. Il reste à transférer celui-ci, le dernier que j'ai fait, pour l'Epson 2880, pour donc du papier ordinaire. Donc il me demande de taper le mot de passe administrateur. Voilà. Et donc il a été transféré. Alors, par sécurité, je peux le garder. Ça, c'est un déplacement que j'ai fait, ce n'est pas une copie. J'aurais pu enfoncer la touche Alt au moment où je le déplaçais du dossier profil de l'administrateur vers le dossier profil de la bibliothèque générale de l'ordinateur. Donc, la bibliothèque est accessible à tous les utilisateurs. Bon, je vais faire le chemin inverse, je vais le redéplacer, mais en enfonçant la touche Alt cette fois-ci pour garder une copie ici dedans, voilà. Il est donc aux deux endroits. C'est une sécurité, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Tant qu'il est dans la bibliothèque générale de l'ordinateur, il sera accessible par tous les utilisateurs, y compris par l'administrateur. Mais il sera accessible par l'autre utilisateur ici, c'est ce qui est le plus important, l'utilisateur étudiant. Parce que c'est l'étudiant qui va imprimer la plupart du temps. Donc la plupart du temps, on sera logué sur l'ordinateur en tant qu'étudiant. Alors concrètement, dans les logiciels, comment ça va se passer? Eh bien, je vais lancer le logiciel Photoshop. Eh bien, dans Photoshop, je crée des images en faisant un fichier nouveau, bien entendu, ça vous le savez, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il vaut mieux qu'elles soient
au profil Adobe RGB. Eh bien oui, pas le profil de l'imprimante, mais le profil Adobe RGB. Pourquoi? Parce que c'est un profil standard et performant. C'est un standard du métier du graphisme. Et il est performant parce qu'on sait mettre énormément de couleurs dans cet espace couleur Adobe RGB. Je vous fournis d'autres vidéos qui vous expliquent plus en détail l'espace Adobe RGB. Mais en tout cas, voilà, dans Fichier nouveau, quand je fais une nouvelle image dans Photoshop, je déploie les paramètres avancés et j'indique que ça va être une image Adobe RGB. OK. À partir de là, en bas à droite sur ce cadre de l'image, je peux indiquer, je peux demander que ça m'indique quel est le profil du document. Voilà, c'est du Adobe RGB. Alors bien entendu, si vous faites des photographies, faites en sorte que votre appareil photo soit réglé pour créer des images Adobe RGB. Si vous faites des illustrations dans Illustrator, même chose. Si vous faites des documents dans InDesign, même chose. Alors maintenant, si vous préférez faire des documents sRGB, c'est pas un problème. Le sRGB est un espace couleur moins performant, mais il a l'avantage d'être compatible directement avec le matériel grand public. Par exemple, quand on veut envoyer des images sur le web, quand on veut que la plupart des gens les voient correctement, on fait des images de type sRGB. Mais bon, là on s'éloigne du sujet. Je tiens simplement à préciser que avoir le profil de l'imprimante, c'est bien, mais il y a des connaissances nécessaires à avoir avant pour créer des images qui sont dans certains espaces couleurs. Comment faire en sorte que quand je transfère l'image d'un logiciel à l'autre, de Photoshop à InDesign par exemple, eh bien ça ne détruise pas les couleurs. Donc ça, ce sont des choses qui s'apprennent, c'est ce qu'on appelle la gestion des couleurs dans les logiciels. Donc, alors voilà, ici ça veut dire que si je crée une image avec des couleurs particulières, eh bien je devrais arriver à avoir ces couleurs-là sur l'imprimante quand j'imprime. Donc voilà, je fais ici une œuvre avec des couleurs dont je sais qu'elles posent problème quand on imprime. Il y a des décalages qui ont lieu avec ces couleurs-là, mais en fait c'est juste pour la démonstration. Je pourrais utiliser d'autres couleurs bien entendu. Voilà. Donc ce sont des couleurs tout à fait précises. Je veux retrouver ces couleurs-là quand j'imprime. Eh bien, je vais tester ça. D'abord, je vais enregistrer le fichier enregistré sous. Je vais l'enregistrer dans un dossier qui va porter la date d'aujourd'hui. Donc sur mon bureau, voilà, nouveau dossier. Je vais appeler ça test imprimante. Je vais indiquer que c'est œuvre en Adobe RGB, c'est l'espace couleur dans lequel cette image a été faite et ça va même être écrit dans le fichier puisque j'inclus le fait que c'est de l'Adobe RGB, c'est l'espace couleur Adobe RGB. Donc double sécurité, c'est indiqué dans le nom et c'est indiqué dans le fichier, c'est-à-dire que quand je vais ouvrir par la suite ce fichier dans les logiciels de gestion des couleurs, ça va dépendre de comment ils sont réglés, mais ils vont tenir compte du profil. Ils vont en tout cas détecter le profil. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont vous afficher une boîte de dialogue? Est-ce qu'ils vont convertir directement automatiquement ce Adobe RGB vers un autre espace couleur? Ça dépend comment les logiciels sont réglés. Et ça fait l'objet d'autres vidéos que je vous ai fournies et qui vous expliquent ça. Alors, je vais vérifier la dimension à laquelle cette image va s'imprimer. Je vais dans le menu Image, taille de l'image. Je vais ici décocher rééchantillonnage. Pourquoi? Parce que en fait, je veux modifier les dimensions en centimètres de l'image, mais sans modifier le nombre de pixels qui composent cette image. Donc je décoche rééchantillonnage. On voit ici que les boîtes ici ne sont plus accessibles, donc ça veut dire que le nombre de pixels ne va pas se changer. Ça va toujours être, dans mon cas, 454 pixels sur 340. Hein. Mais je vais pouvoir modifier ici les dimensions. Si j'augmente les dimensions, la résolution va diminuer. Si je diminue les dimensions, la résolution va augmenter, c'est logique. Je vais par exemple passer de 16 cm de largeur à 8. La résolution devrait augmenter par 2.
8, voilà, on est passé à 56. Si par exemple je passe à 32 de largeur, qui est le double de 16, la résolution initiale, mais remettons d'abord à 16, voilà, 16, résolution de 28. Si je passe à 32, je suis en résolution 14. C'est évidemment, on est d'accord, trop peu pour faire une impression de qualité. Mais je vous montre ici le principe. Comment vous devrez procéder pour modifier les dimensions de l'image. Vous devrez décocher rééchantillonnage et vous devrez indiquer ici les dimensions de l'image que vous souhaitez. Donc ici, je vais indiquer 12, voilà. 12 cm, ok. Et je vais tester, je vais imprimer cette image. Alors, je peux mettre à jour le fichier sur le disque dur, fichier enregistré. Donc ça vient d'indiquer dans le fichier de l'image qui s'appelle comme ceci, cette image œuvre en Adobe RGB. Donc je viens d'indiquer qu'elle fait 12 cm de large, ça vient de se mettre dans le fichier sur le disque dur, et là je fais fichier imprimé. Voilà, on me montre par rapport à ma page A4 la dimension de l'image ici, et je vais régler comme il faut, c'est-à-dire que j'indique que c'est Photoshop qui va gérer les couleurs. Et à cet endroit-ci, à profil de l'imprimante, je dois indiquer le profil de l'imprimante. Donc comment se comporte l'imprimante au niveau des couleurs en fonction du papier qui est actuellement dans l'imprimante. Et c'est du papier ordinaire. Et donc je vais chercher, pas celui-là, parce que ça c'est pour l'imprimante laser couleur, même s'il est indiqué papier ordinaire, attention, ce n'est pas celui-là, c'est bien le dernier que j'ai fait ici, l'Epson R2880, papier ordinaire. Voilà. Donc, avec la petite case ici, on a même une simulation de ce que ça va donner. La couleur du papier est simulée. Ben oui, il n'est pas blanc, aussi blanc que ce qu'un écran peut faire. Voilà. Ah oui, on peut décocher, afficher le blanc du papier si on veut. Et là, on ne voit que la dégradation qui se passe au niveau des couleurs. Vous voyez que la gestion des couleurs, ce n'est pas magique, ça n'étend pas les capacités de l'imprimante. L'écran reste plus performant que l'imprimante, surtout avec du papier ordinaire comme ceci. Avec du papier photo, l'imprimante va avoir des capacités couleurs qui va commencer à ressembler assez bien à ce qu'on a sur l'écran. Mais l'écran, généralement, est plus performant. Et donc, la gestion des couleurs, c'est pas magique. Le but de la gestion des couleurs n'est pas d'obtenir sur le papier les mêmes couleurs que ce qu'on voit sur l'écran. Le but est d'adapter. Adapter. Voilà. Adapter le mieux possible. Avoir les couleurs les plus proches possibles. Et les relations entre les couleurs, également, ce qu'on appelle le gamut mapping, le mappage d'espace couleur, la transposition d'espace couleur, avoir les relations entre les couleurs qui restent les mêmes, parce que l'œil humain est fort sensible aux relations entre les couleurs. Ok, donc, profil de l'imprimante est indiqué, c'est Photoshop qui gère les couleurs, et au niveau des paramètres d'impression, ben c'est important, il faut aller régler ça. Au niveau des paramètres d'impression, je vais demander d'afficher les détails. Voilà, donc je retrouve la boîte telle que je la voyais tout à l'heure. Concordance des couleurs. Eh bien, concordance des couleurs, on n'a pas le choix. La calibration Epson n'est pas activable parce que nous sommes avec Photoshop qui gère les couleurs. C'est-à-dire que l'image va subir un traitement de manière à être imprimée la plus correctement possible et c'est Photoshop qui va s'en occuper. Color Sync, la gestion des couleurs, et Photoshop. Ok, au niveau de la configuration imprimante, voilà, qu'est-ce que ça me dit là? Toujours la même chose. Paramètres principaux, c'est papier ordinaire, c'est bon. C'est le pré-réglage que j'avais enregistré tout à l'heure, donc c'est super. 720 dpi, détail plus fin, ok. Et on voit que la calibration propre à l'imprimante est désactivée. Donc en fait, je suis dans les mêmes conditions que quand j'ai créé le profil tout à l'heure avec la sonde Color Monkey. Et donc ça c'est essentiel. Il faut qu'au moment où j'imprime mes images, je sois dans les mêmes conditions que quand j'ai créé le profil. Il faut que l'imprimante se comporte de la même manière. Alors je vais imprimer.
Voilà, donc la feuille est sortie de l'imprimante et j'obtiens sur le papier des couleurs vraiment très proches de ce que je vois sur l'écran, mais bien entendu, compte tenu du fait que j'imprime sur le papier qui est vraiment bas de gamme et qui a tendance à ternir les couleurs. Avec du papier de plus haute qualité, un autre profil que j'aurais fait pour du papier photo, c'est ce que je vais faire après d'ailleurs, eh bien les couleurs ressembleraient vraiment à ce que je vois sur écran. Alors ici, j'ai dans mon dossier des tests pour l'imprimante deux nouvelles images. L'image d'un clown ici en Adobe RGB, c'est indiqué sur son titre, sur le titre de l'image, mais c'est également inclus dans l'image. Il est indiqué qu'elle est prévue pour du matériel Adobe RGB. Et j'en ai une autre qui, elle, est prévue pour du matériel ProPhoto. Donc typiquement le matériel Kodak, vous serez rarement amené à utiliser le profil ProPhoto, mais je l'ai pris ici pour l'exemple. Avant de les ouvrir dans Photoshop, je vais aller voir dans Photoshop comment il est réglé au niveau des couleurs. Menu édition couleurs. Alors il est indiqué ici que l'espace de travail par défaut pour les images RVB, c'est l'espace du moniteur. Ça veut dire que quand je fais une nouvelle image, elle est prévue pour fonctionner pour mon moniteur. Et si je la transfère vers un autre endroit, chez quelqu'un d'autre, on ne parle pas d'internaute, ici on parle de professionnel, il faudra que ce professionnel détecte dans l'image le profil de mon moniteur. Mais ce n'est pas une très bonne chose, c'est un profil trop spécifique. En fait, si je fais des images qui sont prévues pour mon moniteur, il faut, si je veux les transférer ailleurs, les convertir en Adobe RGB. Mais le plus simple est peut-être encore d'indiquer ici Adobe RGB. Comme ça, dès que je crée une image dans Photoshop, elle est de type Adobe RGB. Alors, ce que je viens de vous expliquer là vous semble sans doute compliqué, vous n'avez sans doute pas compris. Ce n'est pas grave, sachez que je vous ai fourni des vidéos qui vous permettront de comprendre cela. Mais sachez aussi que, voilà, dans Photoshop, dans Édition couleur, à espace de travail RVB, une bonne chose à faire est d'indiquer que l'espace RVB par défaut de Photoshop, c'est du Adobe RGB. Alors, nous ne sommes pas en Europe, donc on ne va pas garder US Web Coded ici. Web ne veut pas dire du tout Internet dans ce contexte-ci, ça veut dire alimentation de la presse par bobine. Donc, je le précise. Donc nous ne sommes pas aux États-Unis, en Amérique du Nord, donc on va plutôt prendre un profil CMJN européen, FOGRA 39 par exemple, mais vous ne serez pas amené normalement à créer des images CMJN dans Photoshop, parce que comme je l'explique par ailleurs dans d'autres vidéos, il vaut mieux créer tous ces documents, Photoshop, Illustrator, InDesign, en RVB. Et puis, si nécessaire, au moment où vous exportez en PDF au départ de InDesign, vous allez pouvoir convertir en CMJN. Donc je n'ai rien contre le CMJN, c'est simplement très restrictif comme manière de créer les couleurs. Vous ne pourrez pas faire grand-chose au niveau créatif avec du CMJN. J'ai personnellement été photograveur pendant des années. J'ai travaillé du CMJN, je sais ce que c'est. Donc je ne dis pas ça, je ne vous dis pas de faire vos documents en RVB parce que je ne connais pas le CMJN. Non, je le connais très bien le CMJN, mais je connais aussi ses limites. Et donc nous sommes en 2014, nous ne sommes plus dans les années 90 où le travail des images, si c'était pour l'impression, c'était forcément en CMJN. En tout cas, ça commençait dans le scanner en RVB. Le scanner ne scanne pas en CMJN, il scanne en RVB, mais on récupérait une image CMJN qu'on améliorait. C'est fort compliqué, c'est ce qu'on appelle la photogravure ou la chromie, enfin relativement compliqué. C'est relativement compliqué. Là encore, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout. Sachez simplement que oui, voilà ce qu'il faut retenir. Dans votre Photoshop, indiquez, si vous êtes en Europe, indiquez FOGRA 39, Coded FOGRA 39, et ça ne vous servira pas si vous ne faites pas d'image CMJN dans Photoshop. Et normalement, vous ne devriez faire que des images RVB. Vos appareils photo vous produisent des images RVB.
Alors au niveau des règles de gestion des couleurs, elles sont désactivées, c'est-à-dire ce sont les automatismes. Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre une image qui possède un profil et ce profil, il se trouve que ce n'est pas du Adobe RGB. Par exemple, j'ouvre une image ProPhoto. Qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre une image ProPhoto alors qu'il est réglé dans Photoshop que le RGB c'est du Adobe RGB normalement? Et bien dans ce cas-ci, Photoshop ne va rien faire parce qu'on a désactivé les règles de gestion des couleurs. Il ne va pas convertir le ProPhoto vers du Adobe RGB. Dans mon exemple d'une image ProPhoto qui contient un profil ProPhoto et que j'ouvre dans Photoshop avec du RGB standard par défaut de Photoshop réglé en Adobe RGB, si je choisis de convertir en RGB, ce sera automatique. L'image ProPhoto va devenir une image Adobe RGB. Mais non, il vaut mieux ne pas faire ça, surtout quand on est débutant. Donc vous indiquez désactiver partout ici. Bien entendu, par la suite, si vous avez des flux de travail avec beaucoup d'images, ce sera utile d'automatiser la conversion éventuellement. Ou la conservation du profil incorporé dans l'image. C'est-à-dire ouvrir l'image en tant qu'image ProPhoto, dans l'exemple que j'ai montré juste avant. Donc vous mettez désactiver en tout et vous cochez choix à l'ouverture. Ok. Bien, donc je vais ouvrir les images des clowns. Commençons par le Adobe RGB. L'image qui est en Adobe RGB, je l'amène sur Photoshop, je l'ouvre. Et voilà, elle s'est ouverte. Aucun message puisqu'on est synchro, c'est-à-dire que Photoshop, il est indiqué que son espace couleur par défaut est du Adobe RGB et cette image est Adobe RGB. Donc il n'y avait aucune conversion nécessaire, aucun conflit, aucun profil non concordant. Nickel. Je vais la fermer. Je vais ouvrir l'autre maintenant qui est en ProPhoto. Et là j'ai un message. Photoshop m'indique que l'image contient un profil colorimétrique intégré, donc il est dans le fichier d'image, qui ne correspond pas à l'espace de travail RGB, donc l'espace de travail par défaut de Photoshop que j'ai été réglé juste avant. Je vous rappelle que j'ai été modifié ça pour être dans des configurations plus pro, plus standard, et j'ai remplacé l'espace de travail RGB par défaut qui était le moniteur, mon moniteur, par l'espace Adobe RGB. Les deux sont performants. Mon moniteur est performant, l'espace Adobe RGB est performant. Mais il vaut mieux être comme ça, on avait dit. Donc voilà, on est en face d'un profil non concordant, non-concordance des profils incorporés. Que voulez-vous faire? Est-ce que je l'ouvre en tant qu'image ProPhoto, préférer le profil incorporé? Est-ce que je la convertis en Adobe RGB? Ou est-ce que je supprime le profil incorporé? Donc là, c'est vraiment pas la chose à faire. Sauf si le profil a été mis dans l'image par quelqu'un qui ne connaît rien du tout en gestion des couleurs. Mais si la personne a fait la gestion des couleurs, si je choisis cette dernière option, supprimer le profil incorporé, les couleurs vont changer. Voilà, ça va se décaler. Je ne verrai pas les vraies couleurs que la personne a créées. Les vraies couleurs. Donc c'est rare quand on va ici choisir supprimer le profil incorporé. Donc dans ce cas-ci, je vais éventuellement préférer le profil incorporé. OK. Donc ça veut dire que l'image s'ouvre en tant qu'image ProPhoto. C'est indiqué ici en bas à gauche parce que j'ai demandé dans le menu que ça m'indique le profil du document. Bien. Donc voyons ça au niveau de la taille de l'image. Menu image, taille de l'image. Rééchantillonnage et décoché, c'est ce qu'il faut, c'est bien. La résolution ici est à 72, je vais dire que l'image va finalement s'imprimer en 12 cm de largeur. Donc la résolution passe à 130, logique. Hein. Si je tasse les pixels les uns sur les autres, il y a une densité de pixels sur le papier, entre guillemets, qui est plus grande. Mais peu importe en fait la résolution. Tant que vous tournez aux alentours de 150 ou plus, vous êtes sûr d'avoir de la qualité avec une impression jet d'encre en fait. En dessous de 150, ça commence à devenir limite et il faut commencer à faire des petites astuces pour améliorer l'aspect des images. Mais voilà, 130 ce sera bon. Donc 12 cm sur 9, OK. Je vais mettre à jour le fichier sur le disque dur, fichier enregistré. Donc maintenant il intègre le fait que quand j'imprime, elle fait 12 cm de largeur. Alors, fichier imprimé. Voilà, donc ça c'est l'image avec la simulation de ce que ça va donner
sur le papier qui est très peu performant dans ce cas-ci. Si j'avais un papier photo, la dégradation de l'image serait moins forte, évidemment. J'ai la simulation du blanc du papier, éventuellement, même si je veux. Alors, ce qu'on n'avait pas vu, c'est les modes de rendu. Si on passe d'un mode de rendu à l'autre, ça peut modifier l'aspect de l'image. On était en colorimétrie relative par défaut, mais passer d'un mode à l'autre change l'image. Vous ne le verrez que si vous avez ceci coché. Mais en fait, c'est minuscule, ceci. Donc c'est pas bon pour choisir le mode de rendu. Ça, c'est le color mapping, en fait. C'est le mappage de couleurs. Mais je ne m'étends pas là-dessus, en fait. Restez en colorimétrie relative et je vais imprimer. Alors, nous sommes avec Photoshop qui gère les couleurs et nous sommes avec le profil de l'Epson 2880 pour du papier ordinaire. Au niveau des paramètres d'impression de l'imprimante, je suis toujours avec mes paramètres de tout à l'heure, c'est-à-dire concordance des couleurs. De toute façon, il n'est pas possible que la calibration Epson soit enclenchée dès que je fais du color sync. Et en plus, si je vais vérifier leur configuration imprimante, je suis bien en papier ordinaire, fin 720 dpi, détail plus fin qui est coché, désactivé. Donc c'est nickel. De toute façon, à partir du moment où j'ai enregistré le pré-réglage, ça ne risque pas de bouger trop. Voilà, et j'imprime. Et je devrais obtenir sur le papier quelque chose de très proche de ce que je vois là. Donc ça veut dire que l'espace couleur ProPhoto est en train d'être adapté pour sortir le mieux possible sur l'Epson 2880 avec du papier ordinaire. Alors, je vais aller ouvrir, tant que j'y suis, l'autre image ici, qui est en Adobe RGB, qui s'ouvre tout de suite, donc sans problème. Elle était déjà ouverte de toute façon. Voilà. Et voyons un peu au niveau de la taille de l'image. Taille de l'image, rééchantillonnage est décoché. Elle fait 47 cm sur 31, c'est beaucoup trop. C'est une image de super bonne qualité. 300 pixels par pouce, c'est la résolution qu'il faut pour une impression magazine. Mais dans ce cas-ci, je vais diminuer. Je vais passer à... on va l'imprimer en... Celui-là, on va l'imprimer en 16 cm de largeur, 10 de haut. Donc j'ai une résolution de 891 pixels par pouce. Pour une imprimante jet d'encre, c'est largement suffisant. 150 pixels par pouce serait suffisant pour une imprimante jet d'encre. Allez, 300 pixels par pouce avec du papier photo de haute qualité peut-être. Voilà. Je clique sur OK. Je mets à jour le fichier sur le disque dur, fichier enregistré. Je vais imprimer, fichier imprimé. On me montre par rapport à mon papier A4 la dimension qu'aura l'image. Parfait. Je suis toujours bien en papier ordinaire. OK. Tout est bon. Colorimétrie relative, c'est bon. Et j'imprime. Et comme l'image précédente, ça devrait me donner quelque chose d'assez proche de ce que je vois sur l'écran, en tenant compte du fait que le papier est vraiment, entre guillemets, pourri. C'est du papier vraiment fibreux, l'encre rentre dans le papier, elle diffuse, tandis que sur du papier photo, il y a un pelliculage qui empêche l'encre d'entrer dans le papier. Et au niveau des couleurs, des rendus des couleurs, c'est beaucoup plus saturé, bien entendu. On sera très proche de ce qu'on voit là sur l'écran, en fait, avec du papier photo. Entre le papier photo et le papier bas de gamme, ici, vous avez d'autres papiers, différentes qualités, différents coûts aussi. Le papier photo étant plus cher, évidemment, on ne va pas toujours l'utiliser. Mais si on veut de la qualité meilleure que sur du papier bas de gamme, il y a du papier jet d'encre. Voilà. Alors, j'en reviens au problème du mode de rendu. Vous avez vu, quand je fais fichier imprimé, on a le choix du mode de rendu, mais on ne voit pas bien ce que ça va donner. C'est ici le mode de rendu, il y en a 4 principaux. On ne voit pas bien là-dedans. Alors, comment faire? Eh bien, si vous voulez voir le mode de rendu avant d'imprimer, il va falloir convertir cette image qui est Adobe RGB, la convertir vers le profil de l'imprimante avec le type de papier que vous utilisez. Alors, je m'explique, on y va. On a cette image qui est ouverte, c'est une image RVB
et elle est de type Adobe RGB, ça veut dire que c'est une image RGB prévue pour être affichée avec la qualité maximale, elle est prévue pour du matériel Adobe RGB en fait. Et je vais dans l'édition, convertir en profil. Attention, ce n'est pas attribuer un profil, c'est convertir en profil, c'est important. Édition, convertir en profil. Et je vais convertir cette image, je vais l'adapter pour un autre matériel en fait. Donc elle est prévue actuellement pour du matériel Adobe RGB. Si je l'envoie tel quel sur du matériel Adobe RGB, elle s'affiche nickel. Attention, Photoshop n'est pas du matériel Adobe RGB. Photoshop, il est capable d'afficher des images qui sont prévues pour plein de matériels différents. Donc ne pensez pas que Photoshop est Adobe RGB. C'est un peu compliqué, mais sachez-le, si j'envoie ça sur le matériel Adobe RGB, elle sera directement nickel, mais je vais changer sa destination. Je vais dire qu'elle est prévue pour du matériel. Pour quel matériel? Je vais dans la liste ici de l'espace de destination. Je vous rappelle que je suis dans la boîte convertir en profil, et je vais chercher le profil que j'ai créé précédemment, qui est donc le profil de mon imprimante. La voilà, Epson 2880, papier ordinaire. Voilà. Ok. À partir de là, si vous avez la case aperçu cochée, vous devriez voir la dégradation que va subir cette image. Donc je coche et je décoche la case aperçue et je vois la dégradation que subit cette image quand je l'imprime. Voilà, ben logique, hein, le papier n'est pas ultra performant, même avec une très bonne imprimante, il y a des dégradations dues à l'utilisation d'un papier peu réflectif et fort fibreux. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici quelques options. Ceci, vous devriez laisser cocher. Utiliser la compensation du point noir. Simulation, c'est pour avoir des dégradés corrects, sans banding, sans bande, des dégradés bien progressifs. Donc vous laissez cocher aussi. Et ici, vous allez pouvoir changer le mode. Donc perception. Voyons un peu ça. Alors peut-être que, oui, perception, saturation, colorimétrie relative, c'est ce qu'on avait utilisé tout à l'heure pour imprimer l'image, colorimétrie absolue. Alors, colorimétrie absolue donne de la pêche à l'image, mais il y a plein de détails qui disparaissent dans les parties les plus claires. Si vous regardez le détail dans les mains, ici, dans les gants, dans les paupières, il n'y en a plus en colorimétrie absolue, tandis qu'en relatif, le détail y est. Donc parfois, vous voudrez donner de la pêche aux images et avoir ce résultat-là, mais assez rare quand même. En général, on veut quand même garder le détail. Donc voilà, perception peut être intéressant, mais en fait, c'est à vous de juger là. Vous avez l'image en grand dans Photoshop. D'ailleurs, je vais cliquer sur annuler ici, je vais enfoncer la touche F. Et je vais zoomer. Donc j'ai annulé la conversion, j'ai enfoncé la touche F pour passer plein écran, j'enfonce même la barre d'espacement pour me débarrasser des palettes, et je vais dans édition, convertir en profil. Voilà, donc je convertis vers, attention, pas Pro Photo, il faut bien indiquer Epson 2880 papier ordinaire, voilà. Et je passe de colorimétrie relative à saturation, perception. Donc c'est vous qui voyez comment vous voulez obtenir l'image sur le papier. Voilà. Donc je passe, finalement je vais choisir, essayons saturation au lieu de colorimétrie relative. Oui, saturation. Donc ça devrait favoriser la saturation en fait. C'est ce qu'on utilise quand on veut imprimer des logos, ceci dit en passant. Parce que les logos, la saturation dans les logos, ça compte. Voilà. Et donc cette image, je vais l'enregistrer. Enregistrer sous, j'enregistre pas sur l'original, attention. J'enregistre sous. Et attention, ce n'est plus une image en Adobe RGB, c'est une image en Epson papier ordinaire. Voilà, Epson, mais l'Epson laquelle? La 2880. Voilà, pas une autre Epson. Ok. Et voilà, on a même ici le profil, on voit qu'il sera inclus au fichier de l'image. Voilà. Mais c'est pas tout. Là, je dois imprimer l'image, donc je vais enfoncer la touche F pour sortir du mode plein écran, touche tabulation pour faire revenir les palettes,
Et je vais imprimer cette image qui maintenant est prévue pour l'Epson 2880, papier ordinaire. Donc je vous rappelle que le but de convertir, par édition convertir, le but de convertir l'image de son espace qui était le Adobe RGB dans ce cas-ci vers l'espace de l'imprimante avec le type de papier qui est actuellement dans l'imprimante, le but c'est de voir en grand dans Photoshop ce que ça va donner. Et je vais donc imprimer, fichier imprimé. Voilà. Alors, dans ce cas-ci, je laisse l'imprimante gérer les couleurs. Laissez l'imprimante gérer les couleurs. C'est plus Photoshop qui doit s'occuper de la conversion des couleurs. Je l'ai déjà faite moi-même, manuellement, juste avant, là. Donc, c'est pas au moment où j'imprime que Photoshop va convertir l'espace de l'image vers l'espace de l'imprimante. C'est déjà prévu. Je laisse l'imprimante gérer les couleurs. Donc, je passe outre de la gestion des couleurs par Photoshop, parce que je l'ai fait manuellement juste avant. Je vais aller voir les paramètres d'impression ici. Je suis toujours mis en papier ordinaire, avril 2014, oui, concordance des couleurs, calibration Epson, d'accord. C'est accessible, hein, parce que là, c'est plus Photoshop qui s'occupe. Hein. Vous allez dire, mais tiens, quand on a fait le profil, la calibration Epson n'était pas enclenchée, donc là, ça va foirer. Ben oui, vous avez raison, ça va foirer. Sauf que non, parce que c'est fichieux chez Epson. Si je vais dans configuration imprimante, papier ordinaire, couleur, il est bien indiqué que la calibration en fait est désactivée. Pas de calibrage couleur. Ok, et détail plus fin, pas de vitesse rapide. Voilà, donc c'est bon en fait. Hein. Je suis dans les mêmes conditions d'impression que quand j'ai créé le profil tout à l'heure avec Color Monkey. Alors ici vous avez impression normale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait une imprimante jet d'encre elle est plus performante que l'offset et elle est donc capable de faire de la simulation de l'impression offset. Si vous choisissez à la place d'impression normale, vous choisissez vérification d'épreuve sur papier, vous allez avoir la possibilité d'indiquer un espace offset. Ici ce sera le Fogra 39 qui est réglé dans Photoshop, mais si vous choisissez ici, vous avez d'autres espaces offset, le 27. Voilà, le 29. Les autres, c'est pour le Japon et les États-Unis, vous laissez tomber. Bon, mais ça ne nous intéresse pas en fait. C'était juste pour vous expliquer pourquoi il est indiqué ici impression normale. C'est parce qu'en fait, on imprime avec le maximum de capacité de l'imprimante. On veut le maximum de ce qu'elle peut donner. On ne veut pas qu'elle fasse une simulation de matériel moins performant. Mais c'est super intéressant de faire des épreuves sur imprimante. Si vous voulez montrer à un client les dégradations qui vont avoir lieu quand il va imprimer ces images sur de l'offset dans les conditions Fogra 39 par exemple, vous allez pouvoir sur votre imprimante jet d'encre qui est plus performante que l'offset simuler l'offset Fogra 39 en passant par là, ou un autre offset évidemment. Donc qui peut le plus peut le moins. L'imprimante est très performante, c'est pas pour rien que les cartouches coûtent très cher. Les couleurs sont très saturées. La gamme des couleurs imprimables sur du bon papier, pas sur du papier ordinaire comme ici, mais sur du papier photo, la gamme des couleurs imprimables est très large. Et donc, qui peut le plus, peut le moins, elle peut servir d'épreuve. Et donc, une fois que le papier est sorti de l'imprimante et qu'on voit qu'il simule l'impression offset, ce qu'on peut faire, c'est une épreuve contractuelle, c'est-à-dire c'est un contrat. On peut demander au client, est-ce que vous êtes d'accord avec le résultat? C'est ce qu'on obtiendra quand on va imprimer en offset. Si le client est d'accord, il écrit OK, d'accord, il écrit ça sur le papier, OK, on est d'accord pour ce résultat-là, bon à tirer. Hein. Donc c'est l'expression consacrée. Et on va refiler le fichier, le PDF à imprimer à l'imprimeur. Et on va lui refiler aussi peut-être l'épreuve pour qu'il ait une référence visuelle pour savoir ce qu'il doit obtenir. Et normalement, il ne peut pas dire qu'il ne peut pas l'obtenir puisque c'est une épreuve, c'est une simulation de sa presse, Fogra 39. Sa presse qui répond aux normes Fogra 39. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je simplifie ici. Donc c'est une simulation de sa presse, donc normalement, il ne peut pas dire qu'il ne peut pas sortir ce qu'il voit sur l'impression, sur l'épreuve contractuelle. Ok, donc ici, impression normale, bien entendu. Ok, mode de rendu. Alors, si vous changez ici, oui, on peut changer dans le menu. Par contre, ça ne change rien du tout, parce qu'en fait, ça, c'est quand on laisse Photoshop gérer les couleurs. Mais là, Photoshop n'intervient plus pour modifier les couleurs. D'ailleurs, ceci n'est pas cochable, c'est grisé, on ne peut plus cocher, on n'a pas de simulation. On voit l'image telle que... comme ça donnera.
Ok, j'imprime. Super, donc ça fonctionne, l'impression est correcte. Je vais fermer l'image, je vais enregistrer. Voilà, enregistrer. Donc qu'est-ce que c'est les modifications qu'il m'a demandé d'enregistrer là? C'est certainement les paramètres dans la boîte d'impression. Voilà. Donc je vais réouvrir l'image originale. Celle qui est, non pas celle-là, voilà. L'image qui est en Adobe RGB. Parce que j'ai une dernière chose à vous montrer. Voilà, donc j'ouvre ça dans Photoshop. C'est l'image Adobe RGB. Okay, il faut absolument la garder parce que votre image qui a été adaptée pour l'Epson, elle est dégradée. Voilà, elle a été modifiée pour s'imprimer correctement sur du papier ordinaire. C'est pas avec ça qu'on va continuer à travailler, c'est juste une image qui nous sert temporairement pour imprimer en fait. Hein. Bien. Donc, je vous montre une dernière chose. Affichage, menu affichage, format d'épreuve. Menu affichage, format d'épreuve personnalisé. Et là, je vais aller chercher le périphérique de simulation. Donc, juste avant, je vous ai parlé de la possibilité sur l'imprimante de simuler une presse offset. Eh bien, on est un peu dans la même logique. Sauf que ça va se passer sur l'écran. C'est ce qu'on appelle le soft proofing. Le soft proofing, l'épreuvage sur écran. Et je vais pouvoir demander sur mon écran, qui est plus performant que l'imprimante jet d'encre normalement, je vais lui demander de simuler l'impression jet d'encre. Quelle impression jet d'encre? L'impression jet d'encre sur du papier bas de gamme. Donc je vais chercher dans la liste ici, Epson 2880 papier ordinaire. Voilà. Epson 2880 papier ordinaire. Et voilà, quand je coche et je décoche la case aperçue, je le vois déjà ici. Je vois les dégradations qui vont avoir lieu sur l'image suite au fait que j'imprime sur du papier peu performant, du papier ordinaire. Donc c'est dans Affichage, format d'épreuve, personnalisé. J'ai indiqué le périphérique de simulation que je vais utiliser, donc c'est-à-dire je demande que sur écran, je vois à l'avance ce que ça va donner quand j'imprime sur la 2880 avec papier ordinaire. Le mode de rendu, je peux le choisir ici aussi. On avait vu que si on choisit colorimétrie absolue, les blancs sont, le détail dans les blancs est bouffé. Voilà, on avait vu que si on choisit saturation, on avait un visage un peu plus rose et des couleurs plus vives. Voilà, donc c'est vous qui voyez. Je vais rester en colorimétrie relative qui en général fonctionne bien. Ah oui, vous avez même la possibilité de simuler la teinte du papier. Voilà, comme on avait dans la boîte d'impression tout à l'heure. Ok, mais je ne coche pas ça. Donc je clique sur OK et je suis en affichage d'épreuve. Dans le menu affichage, couleur d'épreuve est cochée. Si je décoche dans le menu affichage couleur d'épreuve, je vois l'image Adobe RGB plein pot, toutes les couleurs que du matériel Adobe RGB est capable d'afficher. Mais si je passe en affichage couleur d'épreuve, je vois l'image telle qu'elle sera imprimée en fait. Mais alors l'astuce c'est quoi? C'est que je suis en train de simuler, d'ailleurs on le voit ici dans la barre de titre, je suis en train de simuler, faire une épreuve sur écran de mon impression 2880 papier ordinaire, mais c'est toujours l'image Adobe RGB. C'est-à-dire que je vais pouvoir, grâce à tous les outils et couleurs de Photoshop, éventuellement essayer d'améliorer les choses, donc essayer, malgré les limitations de mon papier ordinaire qui est peu performant au niveau des couleurs, essayer de modifier l'image de manière à obtenir quelque chose qui a plus de pêche. Donc je vais par exemple aller ajouter un calque de réglage de type courbe, nouveau calque de réglage de type courbe. Ok, donc voilà un calque de réglage. Et je vais pouvoir modifier éventuellement le contraste, mettre un point ou deux et aller modifier le contraste. Voilà. Donc, essayer malgré tout de récupérer du détail dans les parties les plus blanches, donc pour ne pas tomber dans le biais qu'on avait tout à l'heure avec le mode colorimétrie absolue. Enfin voilà, donc c'est la logique qui est derrière ça, c'est d'essayer de corriger l'image, de l'améliorer en tenant compte du périphérique de sortie. Donc là, on est clairement dans l'illusion d'optique. En fait, on essaye, on est dans ce qu'on appelle la chromie, la photogravure. On essaye
d'obtenir une image de qualité malgré les limitations du matériel de sortie. Ok. Donc, une fois que c'est fait, je peux décocher couleur d'épreuve et convertir l'image. Édition, convertir en profil, la convertir vers le profil de l'imprimante. Voilà. Ah oui, en mode colorimétrie relative. Parce que la correction couleur que j'ai créée là tout à l'heure, le réglage des courbes, j'étais en train de simuler l'impression avec le mode de conversion colorimétrie relative. Donc si je fais maintenant une conversion en saturation, j'obtiens plus le même résultat. On est d'accord. Donc il faut faire la conversion en colorimétrie relative. Et voilà, là ce n'est plus une image Adobe RGB, ça va devenir, oui voilà, c'est une image prévue pour l'Epson. Donc on est dans le cas de figure qu'on avait vu tout à l'heure. Et donc évidemment pendant la conversion, là le calque de réglage a disparu, mais il agissait au moment de la conversion. Donc je vais enregistrer et je vais indiquer que c'est en Epson 2880 papier ordinaire et c'est corrigé ou adapté, on va dire. Voilà, adapté. Voilà, donc ce n'est pas la même chose que tout à l'heure, contrairement à tout à l'heure. J'ai bien entendu converti le Adobe RGB vers l'Epson 2880 papier ordinaire, mais j'ai fait une chose en plus, c'est que j'ai fait une simulation de l'Epson sur écran, ce qui m'a permis de faire une correction pour améliorer les choses. Donc d'ailleurs, si je mets côte à côte les deux images, donc celle-ci qui est la version corrigée et l'autre, on devrait voir une différence. Je vais les afficher par liste ici, ce sera mieux. Les icônes c'est bien mais ça a des limites, voilà. Donc actuellement c'est l'adapté qui est ouvert dans Photoshop, on est d'accord, oui. Et je vais ouvrir dans Photoshop la non adaptée, donc la version toute simple. Voilà, je dis que je préfère le profil incorporé, je l'ouvre en tant qu'Epson 2880. Ok. Voilà, je vais les mettre côte à côte. Voilà. On va décocher, redimensionner fenêtre. Dans les options de la loupe, ce sera mieux. Voilà. Et il est possible que, oui, en effet, on voit une différence au niveau des couleurs entre la version non corrigée et la version corrigée. Il y a une différence. Donc on est bien d'accord. Le fait, par exemple, que le bleu ici, dans mon image corrigée, soit différent du bleu de l'image non corrigée, c'est dû à la correction. C'est moi qui, en faisant le réglage des courbes, ai créé ça. Donc si je voulais contrôler ça, j'aurais pu tout contrôler. Alors cette dernière chose qui vient d'être vue est assez complexe. On est dans la gestion des couleurs avancée. Donc on est arrivé quand même au bout du processus. Ça devient relativement compliqué. Vous devrez peut-être revoir la vidéo une fois ou deux avant de tout comprendre. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous faire le profil de cette imprimante 2880, mais pour du papier inkjet, donc du papier jet d'encre bas de gamme, pour du papier photo aussi. Voilà, vous allez avoir 3 profils, peut-être même plus. Il faudra faire attention parce qu'il y a 2 types de photos. Il y a 2 papiers photo. Il y a le papier photo simple et il y a le papier photo premium. Donc voilà. Et alors il y a le semi-gloss aussi. Oui, donc finalement il y aura quand même pas mal de profils pour cette imprimante. Donc je vous fais ça et vous allez les retrouver donc dans l'ordinateur, dans la session étudiant. Alors, quand vous mettez le papier dans l'imprimante, faites bien attention au sens dans lequel vous mettez le papier. C'est-à-dire qu'il y a une face qui est bonne et une autre qui est moins bonne sur certains papiers. En fait, il n'y a vraiment que le papier ordinaire qui a les 2 faces qui sont équivalentes. Mais pour tous les autres papiers, il faut faire attention. Il y a une face du papier qui est meilleure que l'autre. C'est celle qui est pelliculée pour que l'encre ne rentre moins dans les fibres et que le rendu des couleurs soit meilleur. Alors, ici, c'est ma copie d'écran avec les paramètres pour le papier ordinaire. Je l'ouvre ici, vous voyez. Voilà. Je vais renommer ça,
copie d'écran. Je vais la renommer Epson 2880 papier ordinaire. Je vais indiquer juste avant que ce sont les paramètres. Et je vais vous mettre ça avec les autres, mettre ça dans un dossier que je vais nommer ici paramètres à utiliser pour imprimer. Voilà. Donc le fichier va dans le dossier, voilà, et vous allez trouver aussi les autres dedans pour les profils que je vais faire maintenant. Alors, bien entendu, les documents ne doivent pas nécessairement, les documents que vous allez imprimer ne doivent pas nécessairement être faits sur cet ordinateur-ci et auquel l'imprimante est reliée. Il suffit que vos documents soient aux normes Adobe RGB, vous les amenez sur une clé USB ou par le réseau, peu importe, et vous les ouvrez dans le logiciel ici, dans le logiciel, et vous allez pouvoir imprimer correctement. Il faudra que tous les logiciels soient réglés comme Photoshop en fait. Dans édition couleur, il faudra faire la même chose dans Illustrator et dans InDesign en fait. Mettre ces mêmes paramètres Adobe RGB en tant qu'espace RGB, Fogra 39 en tant qu'espace CMJN, désactiver la gestion des couleurs, choix à l'ouverture coché. Donc vous faites la même chose dans Illustrator et Photoshop pour cet ordinateur-ci, celui sur lequel l'imprimante est reliée. Et ça devrait bien se passer sur vos ordinateurs aussi d'ailleurs, oui, sur vos ordinateurs aussi, régler les choses comme ça. Alors il y a un truc dans Adobe Bridge pour faire en sorte que ces paramètres s'appliquent d'office à tous les logiciels de la suite Adobe. Mais bon, c'est pas plus mal de le faire manuellement. Vous savez en fait jamais que Photoshop, Illustrator et InDesign est modifié. Donc c'est vite fait quand même. Donc vous étonnez pas s'il est indiqué désynchronisation, ça veut dire que les autres logiciels que vous n'allez pas vraiment utiliser, comme After Effects ou comme Premiere, enfin plein de logiciels de la suite Adobe, n'auront pas les mêmes paramètres. C'est ça que ça veut dire désynchroniser en fait. Bon, je pourrais vous montrer comment faire en sorte que via Bridge, les paramètres que j'ai mis dans Photoshop, je puisse les appliquer sur tous les autres logiciels de la suite, mais ce n'est pas très intéressant, faites-le manuellement.